a été cassé, massacré. Okay. Massacré. Non mais vraiment, il n'y avait absolument rien à garder. Okay, donc on a tout cassé, tout ouvert. Dans la partie séjour qu'on ne pouvait pas toucher. On a réagrandi aussi l'accès qui venait desservir anciennement du coup la salle de bain et la cuisine. Ils avaient un peu trifouillé le truc et du coup Enedis s'était rendu compte de ça et il voulait me faire un devis sur ça. Donc... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver au Havre avec Nicolas. Merci Nicolas de participer à la vidéo. Nicolas qui est conseiller projet locatif sur le secteur, qui va nous présenter un projet avec Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour à tous. Merci de participer et félicitations pour ta et tes acquisitions. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs, on en parlait juste un peu avant la vidéo, là, j'étais un peu énervé. Ouais, on s'est un petit peu énervé, et puis moi, je voulais te remercier parce que tes vidéos aussi, moi, elles m'ont un peu boosté aussi à ce niveau-là, même si j'étais déjà investisseur immobilier, mais c'est vrai que je regardais beaucoup tes vidéos, même en famille, et du coup, ça m'a donné aussi un autre petit coup de boost, donc dès que j'ai pu accélérer, on a accéléré, notamment avec projet locatif, donc écoute, cool. Merci pour ta confiance, et du coup, aujourd'hui, on va voir deux projets qui sont actés aujourd'hui, que tu as signé avec Nicolas. Donc Nicolas, on va faire une petite journée tournage. On va montrer un petit peu ce que tu as fait pour plusieurs clients. Nicolas qui fait partie de l'équipe depuis bientôt 4 ans, je pense. Je crois qu'officiellement j'ai commencé janvier 2019. Je suis arrivé fin 2018, début 2019, donc quasiment au début. Ouais, quasiment au début, ouais. Donc sur le secteur du Havre et les alentours. Voilà. Ton secteur, c'est ça. Au niveau des départements, tu rayonnes sur le Havre et tu élargis un petit peu aussi autour. Alors j'élargis, sachant que le Havre, on est au milieu de 3 départements concrètement. Oui. On passe le Pont-d'Amondi dans le Calvados, juste à côté, on est dans l'Eure. Donc on va dire que je rayonne autour de 40 km autour du Havre. Mais le Havre, c'est vraiment mon secteur de prédilection. D'accord, ok. Où j'investis aussi à titre perso quasiment toutes mes acquisitions ici. Oui, tout à fait, oui, parce que tu as évidemment une grosse expérience aussi d'investisseur avant d'avoir été conseiller au sein du réseau. Et on peut dire à peu près quel type de projet tu proposes sur ton secteur, parce que depuis plus de 4 ans et demi, voire bientôt 5 ans, tu as accompagné quand même vraiment un bon nombre d'investisseurs. Tu fais entre 10 et 15 opérations par an à peu près, on va dire. Quelles sont tes spécialités et quel type de rentabilité on peut attendre sur le secteur ? Alors moi, au niveau des recherches de biens, principalement de l'immeuble de rapport, à savoir que je propose à mes clients que des projets sur lesquels j'investis à titre perso en termes de type d'exploitation, sectorisation, etc. Donc immeuble de rapport, colocation pour aller chercher un peu de rentabilité, location saisonnière automatisée. On va le voir peut-être là justement avec le projet de Ghislain. Même si ce n'était pas prévu initialement pour ce projet-là, on était sur la colocation et exploitation meublée longue durée. Il y a eu un changement de programme, on va dire, en cours de route. Et en termes de rentabilité, en fait, c'est vraiment le secteur et le type d'exploitation qui va donner le curseur sur la rentabilité. Mais grossièrement, avec les taux actuels, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais par contre, on arrive quand même à trouver des projets sympas, vraiment tout type de projet. Gros travaux, division, projet simple sans travaux comme on va le voir tout à l'heure avec Ghislain. Projet où là clairement c'était, on va le voir tout à l'heure, mais insalubre. Donc j'y vais à l'opportunité. Voilà, peu importe le projet, rénové, pas rénové, insalubre, des problèmes à régler. Après c'est en fonction du choix du client et du conseil, on va dire, en amont. De chacun. Suivant ses objectifs. Ouais, c'est ça. Chacun a sa propre sensibilité au risque. Au début, on veut commencer des fois par des trucs tranquilles, on veut se rassurer. Et plus ça va, plus on appuie sur des boutons pour booster un petit peu plus. Et surtout que toi, tu as de plus en plus d'expérience évidemment dans les travaux aussi, parce que tu as accompagné beaucoup d'investisseurs sur la partie travaux, avec une expertise qui se développe de plus en plus. On parlait, tu as investi, tu as du matériel, caméra thermique, caméra endoscopique. J'ai dit, t'es pas chirurgien, mais non, t'es chirurgien dans l'immobilier, quoi. Voilà. Non, mais c'est important aujourd'hui parce que si on veut pas rester dans notre zone de confort aussi et pouvoir se développer un peu plus et éviter d'être dépendant aussi de tout et n'importe quoi. Exactement. Donc j'investis aussi dans un échafaudage, c'est tout bête, mais avec mon artisan, parce que ce qui se passe, c'est que quand on en a besoin, c'est une galère. Au niveau des dispos, au niveau de la météo. Donc le but c'est pouvoir être productif et pouvoir accompagner les clients sans être dépendant de choses un petit peu
mais ça c'est super, hein. Caméra thermique, voir les ponts thermiques, voir les remontées d'humidité. Souvent il y a des petites remontées d'humidité, on a besoin de les détecter, on ne sait pas trop comment faire. Moi je vais te dire, la plupart de mes artisans ils n'ont pas ce matériel là. Détection de fuite. Donc, détection de fuite aussi. Ouais, non, c'est top. C'est top. Donc on montrera ça dans une autre vidéo. Suivez bien la chaîne. On vous montrera ça cet après-midi puisqu'il y a plusieurs projets. Là on est sur 2 appartements rez-de-chaussée, on va vous montrer ça tout de suite, qui viennent d'être terminés en rénovation. Ouais, c'est en finition. C'est en finition. Terminé. Ok, après on part sur un immeuble, donc pareil avec Ghislain qui vient de faire l'acquisition d'un immeuble pour cet après-midi, on va vous montrer ça. Et après cet après-midi, on vous montre un projet de colocation, un projet de surélévation aussi. Donc voilà, des projets assez différents. C'est ça qui est intéressant pour voir un petit peu, vous montrer un petit peu du concret sur le terrain. Et je voulais rebondir actuellement sur les taux d'intérêt qui montent, parce que c'est que c'est le sujet d'actualité où tout le monde parle, les taux d'intérêt augmentent, on ne peut plus investir, on ne peut plus emprunter. Nous, je suis désolé, mais avec projet locatif, on arrive encore à faire des projets qui sont sains financièrement, équilibrés. Et ce qu'on constate, on en parlait juste avant la vidéo aussi, c'est l'augmentation des loyers qui est vraiment en train d'avoir un impact clair finalement sur les rentabilités, qui compense finalement l'augmentation des taux. On est entre 4 et 5% maintenant sur des crédits sur 20 ans. Et c'est vrai que ça augmente les mensualités. Mais aujourd'hui, on a des loyers, on a une demande locative qui est de plus en plus importante, mais qui est réelle. Hein. On a 30, 40, 50% de demande, voire le double de demande sur certains secteurs. Ce qui fait qu'on a des loyers qui s'augmentent de 30, 40, 50 euros par mois. Très bien, et on a autant de demandes finalement, ça se loue aussi bien et finalement ça compense cette augmentation, cette perte on va dire de pouvoir d'achat qu'on peut avoir avec l'augmentation des taux. Donc voilà, il faut être bien câblé et comprendre qu'en fait ce qui est intéressant, moi je trouve avec l'immobilier, c'est que suivant les phases, l'immobilier s'adapte toujours un peu parce que c'est un besoin fondamental et donc peu importe la période, il y a toujours des solutions et ce qui paye c'est la capitalisation, c'est de passer à l'action. Et puis autre chose à prendre en compte, c'est que on n'achète qu'une fois, donc le prix on ne le maîtrise pas. Et comme les prix sont aussi liés à l'augmentation des taux, diminution des taux, etc., autant le crédit, on peut le remoduler plus tard, on peut le renégocier. Par contre, l'achat, on l'achète une fois, quoi. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et tu t'en parlais, on a eu le cas pour un autre appartement au 2e étage pour l'acquisition d'un client. Dans les projections, on a loué 50 euros plus cher. Et oui, c'était pas du tout prévu. Même moi, j'avais des barrières limitantes où on s'est dit non, mais ça va. Mais oui, bien sûr. On avait des projections beaucoup plus basses et ça s'est loué. D'ailleurs, c'est loué depuis quelques jours seulement. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à s'adapter au marché. Et des fois, on se met des barrières en disant on va rester dans les clous, dans ce qu'on faisait avant, mais finalement, en fait, ça passe. Non. J'ai plein de conseillers au téléphone et tout le monde est très surpris de la possibilité d'augmenter les loyers par rapport à la demande finalement qui est forte, quoi. L'offre et la demande. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas se limiter sur les taux parce qu'en fait, historiquement, les taux étaient déjà plus élevés. On a connu une période de 15-20 ans où c'était anormalement bas en fait. Hein. Donc avoir des taux à 0,5-1%, c'est pas dans la norme. Donc aujourd'hui, on rentre dans la norme, même si les taux vont tendance dans l'avenir à un petit peu baisser. Mais en tout cas, on est sur des taux qui permettent encore de faire des choses. L'essentiel, c'est d'avoir un équilibre financier. Je pense qu'après, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va être rentier avec 1 ou 2 biens. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Mais par contre, faire des projets qui soient sains et équilibrés financièrement, c'est ce qui est le plus important. Exactement, encore une fois, c'est des effets de levier. Même si la banque gagne un peu plus d'argent et nous on en gagne un peu moins, à partir du moment où c'est la banque qui finance, et nous on capitalise tous les mois de l'enrichissement, c'est des effets de levier. Hein. Mais moi je suis content que la banque gagne de l'argent parce qu'elle sera amenée à prêter un petit peu plus. Mais comme tu dis, c'était tout à fait anormal puisque la banque empruntait à des taux négatifs. C'était totalement illogique, ça ne pouvait pas durer. Et tous ceux qui ont connu effectivement que cette période-là ont peut-être du mal à donner un peu plus d'intérêt. Mais moi j'ai connu, comme tu dis, ça fait 15 ans que j'investis, les taux qui étaient à 4-5%. Et ça pose aucun problème avec ça. C'est que là l'augmentation était tellement rapide que du coup ça a déstabilisé un petit peu les investisseurs qui étaient habitués à avoir tel taux. Mais c'est un vrai partenaire, enfin la banque c'est un vrai partenaire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi et il faut mettre le curseur en bon endroit pour essayer de faire... Mais l'idée, c'est je pense que la grosse tendance du marché, c'est de se professionnaliser. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, le marché va s'écrémer. Les investisseurs qui n'étaient pas forcément solides et qui n'avaient pas forcément des relations très saines avec leur banque, ils vont avoir des problèmes pour se financer. Et aujourd'hui, avoir un vrai partenaire de confiance qui est la banque, entretenir cette relation, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je ne suis pas trop favorable à renégocier, par exemple, des assurances emprunteurs, etc. Aujourd'hui, il faut, parce que les banques, en fait, elles ne vont pas vous le dire frontalement.
normalement, mais elles n'aiment pas ce genre de choses. Donc quand vous voulez voir votre banquier plusieurs fois, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Si c'est pour la résidence principale une fois et qu'on n'a pas la tendance à être investisseur immobilier, très bien, il faut y aller, ça fait des économies. Mais quand on a envie de multiplier les investissements, c'est très important en fait de travailler cette relation avec la banque, c'est hyper important. Ouais, relation dans la durée, que tout le monde soit gagnant, parce qu'on l'oublie, mais une banque est une entreprise commerciale. Donc c'est du commerce avant tout. Bon, eh ben, c'est parfait, on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Allez. Si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je vous trouverai ici des conseils pour investir dans l'immobilier, comme avec des personnes comme Nicolas, qui nous partagent plein d'astuces. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. C'est une société qui est spécialisée en investissement, qui peut vous aider et vous accompagner dans votre projet d'achat grâce à nos conseillers qui sont tous des multi-investisseurs sur toute la France. Et si vous souhaitez également arbitrer votre patrimoine et revendre votre bien d'investissement locatif, nous pouvons également nous charger de la vente avec l'analyse approfondie que vont pouvoir avoir tous nos conseillers sur toute la France. Je vous laisse regarder notre site internet qui est juste en dessous en description. Donc là on se trouve à l'extérieur de l'immeuble, on peut déjà apprécier la façade qui est propre. Au niveau copropriété, est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits? Quelles sont les dernières assemblées générales? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Comment sont les communs? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect petite extérieur? Particularité justement sur ce projet là, c'est que avant son acquisition, donc c'est une copropriété, plusieurs propriétaires. Tous les communs ont été subventionnés par l'ANA, plus subventions et aides de la mairie. Et donc dans l'acquisition, c'était en cours de travaux. Donc ce qui est intéressant là, c'est que il y a eu 300 000 € de travaux sur l'ensemble de la copropriété. Ah ouais, très bien. Ils ont vraiment tout refait, cage d'escalier, la façade, une partie de la toiture, les caves, tout a été repris. Donc dans l'acquisition, voilà, c'est une copro qui tient la route structurellement et qui, on le voit, qui dégage du cachet. Si on voit la façade à côté, bon clairement, complètement. C'est quand même on néglige souvent les parties communes. Mais c'est quand même un gros point positif, surtout pour Ghislain qui va du coup exploiter ses biens en saisonnier. Donc là, la façade a toute son importance sur en plus un secteur stratégique. D'accord, ça c'est intéressant, donc pas de travaux à prévoir sur les 10, 15 prochaines années. Et à payer à la charge du vendeur, encadré dans la vente. Excellent, excellent. Donc, ce qui nous a justement retardé la vente pour le coup, parce qu'il y a eu pas mal de soucis, de subventions en attente, de remboursement. Ça, c'est des dossiers compliqués à monter. En fait, sur l'historique, je crois que la première proposition d'achat, elle a été faite en juin 2022. Et j'ai eu effectivement les clés en mars je crois, mars ou avril 2023. Il s'est passé pas mal de choses. Parce qu'en fait, à ce moment-là, moi je vendais ma résidence principale. On avait eu un premier go d'une banque qui, à la fin, s'est désistée. Donc il a fallu que je retrouve une autre banque. Donc j'ai été voir ma banque, etc. Mais à ce moment-là, j'ai été en prêt relais sur ma résidence principale. Donc j'ai dû demander une prorogation qui a été acceptée une première fois. Et ensuite, à la fin, juste avant de signer chez le notaire, on s'aperçoit qu'il nous réclame un fonds de travaux à hauteur de 10 000 €. Sur le prêt état daté. D'accord, ok. Et qui correspondait en fait aux subventions qui n'avaient pas été remboursées sur une partie pour financer les finitions en fait. D'accord. Mais du coup, il demandait à Ghislain de rembourser ce fonds de travaux là, qui n'était pas du tout convenu au départ. Bien sûr. Donc on a dû attendre une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir redistribuer les fonds vers le vendeur et pouvoir signer en bonne et due forme. Exactement. Et moi, ça m'a avantagé parce qu'en fait, à ce moment-là, ma résidence principale a pu se vendre. Et donc, du coup, j'ai pu obtenir mon prêt. Sinon, je partais en cash en fait sur cet achat. D'accord. Donc, moi, ça m'a permis de libérer un peu de trésorerie. Là où je pensais investir 100 000 € en cash, du coup, voilà. J'ai pu préserver cet argent-là pour d'autres projets. On va pouvoir en parler par la suite, mais voilà, donc ça a permis de pousser au maximum l'effet de levier. Excellent. Non mais ça je connaissais pas le fait que les copropriétés montent les dossiers subventionnés. Ça c'est super bien parce qu'au final c'est des dossiers qui sont lourds à monter, qui sont compliqués. Donc là tout est fait, tout a été rénové. Il y a une personne dédiée au sein de la mairie pour les subventions ANA.
Il y a l'architecte qui est mandaté aussi par la mairie, qui s'occupe que des dossiers subventions ANA, puisque les entreprises, dommages ouvrages, etc. Donc ça aussi c'est important, c'est que c'est pas le but. Mais le jour où il revend, Ghislain, il y a eu des travaux importants avec dommages ouvrages, décennales sur toutes les entreprises, architecte qui a été mandaté par la mairie, donc c'est cadré. Et autre chose importante, c'est que des fois on fait l'erreur de se dire j'achète pas des copropriétés qui sont subventionnées puisqu'on est conventionné au niveau des loyers. Quand ça reste dans les parties communes, ça n'impacte pas la partie habitation. Donc on n'est pas conventionné, on n'est pas soumis à des règles d'exploitation seulement en location nue. D'accord, il n'y a pas de contrainte particulière. Aucune. Ça reste des parties communes. Aucune contrainte. Super intéressant, super intéressant. Très bien. Donc c'est top pour Ghislain dans... Du coup, on peut donner quelques chiffres parce que tout le monde attend les chiffres. On donne 2-3 chiffres et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous fais la fiche de synthèse détaillée avec tous les frais, mais globalement, coût total de l'opération et estimation des futurs revenus locatifs. Alors, pour faire en version simplifiée, prix FAI 105 000 € pour l'ensemble des deux lots. Donc, les deux rez-de-chaussée. C'est quoi, un T2, un studio? Alors, un F2 de 44 mètres carrés. D'accord. Qu'on verra après, qu'on a exploité en F3. Et un F2 de 34 mètres carrés. D'accord, très bien. Donc qui était pour le coup en état d'insalubrité, à l'image de l'immeuble avant les travaux aussi. C'était un immeuble qui était des photos, tout ça pour voir un peu l'avant-après. Ça pouvait faire peur. C'était pas du tout entretenu, mais ce qui justifie aussi un prix hyper intéressant sur ce secteur-là. Donc 105 000 €, 8 000 € de frais de notaire et des travaux à hauteur de 75 000 pour arrondir. Avec une rénovation intégrale, plutôt une très bonne prestation, on va le voir juste après. Donc on est sur un projet du mètre carré à peu près en rénovation totale. Et projet complet à 200 000 € pour l'ensemble de lots. Rénovation, agencement compris. Ok, tout compris 200 000. Et revenu locatif estimé du coup Alors revenu locatif, on était parti avec Ghislain au départ sur la location meublée longue durée. Donc on avait dans les projections prévu 550 € pour le F2. D'accord. 550 € dans les projections, mais on l'a dit tout à l'heure, avec l'augmentation des loyers, clairement à 600 €, ça s'ouvre sans problème. Tout à fait. Et donc là on a optimisé c'était un F2 de 44 mètres carrés en colocation et on était parti sur 750 €. Très bien. Donc, d'accord. Pour une mensualité, j'ai eu un taux, je crois, à l'époque à 3,55, je crois, ou 3,25, je ne me rappelle plus. Mensualité de 1 050 € par mois. Donc voilà, il y a un équilibre financier qui est là. Même en location longue durée, ça passe sans aucun problème. Très bien. Oui, donc c'est intéressant d'avoir déjà cette base d'équilibre et après de booster éventuellement avec la location courte durée. Et puis si jamais la location courte durée évolue avec des contraintes ou quoi que ce soit, on retourne en location classique. D'accord. Ok. Donc moi j'ai présenté à Ghislain en location longue durée et puis finalement pendant les travaux, de par le cachet de l'immeuble, l'accès en façade pour l'un des deux et sur ce secteur-là, tout le secteur qui est en train d'être rénové, on va partir sur une exploitation saisonnière. Et puis là on arrive sur la basse saison, mais j'ai envie de dire tant mieux. C'est là où justement on va voir si ça... parce que l'été c'est facile, on sait que ça va fonctionner. Ça va servir d'essai pour savoir si on poursuit vers une exploitation saisonnière ou peut-être l'un des deux derrière, on ne sait pas. On verra ce que ça donne. Tout délégué en conciergerie locale. C'est ça. Parfait. Bon, très bien. On va voir à l'intérieur. Allez. En fait, même là, ça va être conciergerie qui rayonne un peu au niveau national, puisque comme j'ai des biens un petit peu, un peu partout. Parce qu'en fait, je pense que eux, voilà. Donc l'idée, c'est de tout confier à la même conciergerie, et puis voilà. Ouais, c'est top ça. Voilà. Ok, très bien. Oui, on voit que là, tout a été rénové. Là, c'est pas encore fini. C'est en cours de finition, donc on mettra les photos dans un second temps une fois que la conciergerie sera passée. Dans l'idée, même si on est parti du coup sur une exploitation saisonnière, on a voulu optimiser en coloc 2 chambres en proposant une belle prestation, puis aussi des petites choses complémentaires pour créer un peu l'effet, on va dire, coup de cœur. Donc 44 mètres carrés. D'accord. Une création de chambre qui a été faite dans l'ancien salon séjour. Là, il n'y avait pas de cloison. La cloison a été créée. D'accord. La cloison a été créée et donc derrière on avait la salle de bain qu'on a déplacée pour gratter ces petits mètres carrés précieux pour pouvoir tirer quand même une chambre.
La salle de bain, oui, elle était peut-être à ce niveau-là. La salle de bain était à ce niveau-là. Au niveau de la poutre. Donc on a réagencé vraiment complètement l'appartement, vraiment millimétré pour le coup, parce que 44 mètres carrés pour tirer 2 chambres en fonction de la configuration, les ouvrants, oui, tout à fait, c'est compliqué, surtout qu'on a toujours des contraintes, comme on peut le voir là, on a un poteau en plein milieu. Dans la partie séjour qu'on ne pouvait pas toucher. On a réagrandi aussi l'accès qui venait desservir anciennement du coup la salle de bain et la cuisine. Donc c'est intéressant. Il a fallu retravailler tout sur plan, trouver le meilleur agencement possible. Retravailler, mais quand on part sur une rénovation intégrale, au final, ça nous permet de pouvoir le faire. On compose un peu comme on veut. Donc voilà, la salle de bain était vraiment à ce niveau-là. Ok. Donc c'est pareil, on a essayé d'organiser la salle de bain intelligemment pour pouvoir avoir un espace suffisant pour circuler au niveau de la cuisine. D'accord. Et éviter comme c'était le cas, tirer au droit et avoir une perte d'espace pour pouvoir que ce soit à peu près agencé intelligemment. Toutes les cloisons là ont été recréées en fait. Vous avez gardé quelque chose en cloison? Même pas? Tout a été cassé? Était massacré. Massacré. Non mais vraiment, il n'y avait absolument rien à garder. Donc on a tout cassé, tout ouvert. Et il y a même encore de l'amiante qu'on a découvert dans les parties privatives qu'on n'avait pas dans les diagnostics. Et donc on est reparti vraiment de zéro. Tout neuf. Avec toujours pareil, une rénovation qui est liée aussi au DPE. Voilà, donc on part sur une rénovation intégrale, donc on isole les murs en 120 côté extérieur, on met des VMC hygrométrie type B, on met des ballons d'air chaude qui sont vraiment dans l'idée, on ne va pas revenir dessus, on fait une rénovation intégrale, c'est pas pour revenir dessus, donc on essaye d'optimiser pour la partie DPE. Du coup, vous avez le DPE de cet appartement ou pas encore? Pas encore fait. Pas encore. On peut facilement estimer, j'allais dire du C, D, mais au moins C. Au moins D, pardon, et peut-être C. Ouais, c'est ça. Parce que là, on attend, en fait, comme on va changer les menuiseries, c'est le seul truc qui reste de l'origine. Donc ça va aussi participer à améliorer un petit peu le DPE. Donc une fois que ce sera posé, on va pouvoir refaire le diagnostic. Mais je pense que oui, on peut valablement partir sur du D à minima. Du D, en plus, alors, changement de menuiserie, mais en plus, volet roulant solaire. Les volets roulants, ça rentre en compte aussi, des fois on l'oublie, dans les DPE. Ah, je sais pas. Ok. Ça rentre compte dans les DPE. Consommation du volet qui se baisse. Mais c'est le fait d'avoir quelque chose, un volet. Alors même si c'est un volet en bois, ça rentre en compte dans le DPE. Ah, l'isolation? Ah oui, le type de volet. Ah oui, d'accord, ok. Et la seule chose, c'est qu'on est au rez-de-chaussée, évidemment, donc DPE défavorisé, et qu'on est quand même soumis à la copropriété. C'est pas isolé au niveau de la cave, mais ce ne sera pas nécessaire, en tout cas au niveau à l'instant T, puisque les DPE seront déjà bons. Au niveau du D, on sort des réglementations, des obligations dans les années à venir. C'est qu'en 2034 que les E seront interdits, donc on a quand même le temps de voir venir. Et nous, on constate que des écarts incroyables suivant les diagnostiqueurs. Donc on en fait passer un, il est en D, on en refait passer un, il sera en C, on en refait passer un, il sera peut-être en E. Donc c'est un peu dingue, hein. Parfois la meilleure économie c'est de faire passer plusieurs diagnostiqueurs. C'est un peu. Tout à fait. C'est pas un truc à conseiller, mais parfois on en vient à ce niveau d'extrémité. Ça coûte 150 € de plus, on teste et puis on en refait passer un. Moi je l'ai fait, on l'a fait tous. Et force est de constater que ça fonctionne et que tout le monde n'a pas la même analyse, ne va pas rechercher en profondeur les matériaux. Et le mieux, l'idéal, c'est d'être présent au moment du diagnostic et de dire là il y a de la laine 220, regardez il y a la facture, là ça c'est isolant, c'est un verre qui est étend, machin. C'est hyper important ce que tu dis parce que nous on a le cas souvent et justement c'est ce qui nous permet aussi de faire des bonnes affaires. Moi ça m'est arrivé d'acheter pour le coup souvent du G, mais du G qui n'était pas justifié et on profite du G pour avoir un prix attractif et derrière c'est là où c'est important d'être bien entouré. Je fais venir mon diagnostiqueur et là on reprend tout de A à Z et on se rend compte que dans le DPE de toute façon c'est simple, c'est marqué isolation inconnue, donc on sait que le travail n'a pas été fait. On reprend tout et des fois ça nous est arrivé de partir du G arriver en E sans aucun travaux. Mais par contre ça nous permet c'est aussi ça des bonnes affaires, c'est avoir cette analyse là, être bien entouré et aussi être formé. Moi je suis formé aussi sur les DPE. Alors formé entre guillemets, pas forcément officiellement, mais à titre personnel et avec mon diagnostiqueur pour aussi mettre. C'est hyper important aujourd'hui. C'est un sujet tellement important et un sujet où concrètement personne ne comprend rien pour parler grossièrement. Donc se former c'est important pour soi, mais aussi dans l'accompagnement, puisque quand
quand on se fie des fois au DPE et aux travaux qui sont envisagés, finalement on se rend compte qu'avec parfois beaucoup moins de travaux, on arrive à obtenir des lettres qui nous conviennent pour la location. Donc ça c'est hyper important. Ah ouais, je suis d'accord. Bon, très bien. Du coup, petite chambre derrière. C'est ça. Ouais. Ok. Et ce qui est pas mal, c'est que les chambres ne sont pas côte à côte. Donc ça c'est bien aussi, je trouve que c'est un plus. De ne pas avoir les chambres côte à côte. Des fois, pour une vie de couple et un enfant, c'est pas mal. On avait hésité à faire une salle de bain privative aussi ici. Ouais. Mais finalement, deux chambres. Salle de bain privative, souvent on part sur 3-4 chambres. On essaye de mettre plusieurs salles de bain. Là, il n'y a que 2 chambres. C'était pas forcément pertinent en termes de retour sur investissement. Donc on a privilégié une grande salle de bain en plus qui est bien configurée, elle est au milieu. Donc voilà, pour circuler, c'est comme tu le disais, des chambres à l'opposé, avec une télé dans chaque chambre. On met vraiment tout, prise RJ45, télé dans chaque chambre, vraiment tout équipé. Très bien. Pour pouvoir proposer aussi une location avec des loyers plus importants. Même si je leur dis, ça va être une exploitation saisonnière pour tester. Mais dans l'idée, on était parti, il faut toujours avoir une porte de secours. Si demain ça redevient une colocation de chambre, on aura optimisé les travaux convenablement. Donc il change juste, il reste encore les menuiseries à changer, volets roulants. Et puis normalement, là on est en septembre, début octobre, j'espère. Exploitation début saisonnière. octobre, on pourra commencer l'exploitation. Top. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est une réno qui a quand même été de qualité. Moi, j'ai un parti pris, c'est que tous les appartements que j'ai, je m'y projette. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse y vivre. Je veux pas chercher un truc ou tirer au maximum la renta et après se retrouver avec des logements qui sont peut-être bien, mais où on pourrait pas s'y voir y vivre. Moi, typiquement, juste avant la vidéo, j'ai dormi là. J'ai pu tout tester et franchement, nickel. C'était bien. La chambre un petit peu à l'écart, en plus de la route et tout. Non, c'est sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a pas mal d'investisseurs. Non, mais vous projetez pas, c'est pas vous qui allez vivre dedans. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut s'y sentir bien, il faut faire comme pour soi. Et quelque part, s'il y a des logements qui ne doivent pas se louer, ça ne sera pas le tien parce que tu seras dans le top des prestations proposées. Donc, je pense que c'est la bonne position à avoir, quitte à avoir peut-être un petit peu moins de renta et plus de tranquillité dans le temps. En fait. Parler avec beaucoup d'investisseurs parce que vous êtes quand même parti sur un développement de patrimoine assez important, tu as des objectifs et tout ça, et donc c'est vrai que la capacité mentale à absorber dans la durée, peut-être des vacances locatives, des problèmes à gérer et tout ça, prend vraiment de l'importance. Et donc il ne faut pas le minimiser, surtout si on veut vraiment développer un gros patrimoine, il faut partir avec le top dès le début et bien faire les choses. De toute façon, de manière générale, dans l'immobilier, en tout cas moi avec l'expérience que j'ai, on consacre beaucoup d'efforts au début. Et si on fait bien les choses au début, on a un peu moins de problèmes dans la durée. Hormis après, il peut y avoir des cas particuliers, des locataires qui ne paient pas, etc. Mais encore ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Parce qu'en France, on l'oublie, mais la plupart des gens, en fait, la priorité, c'est de payer leur loyer, en fait, ou leur retraite quand ils ont une maison qu'ils ont achetée. Donc le taux de défaillance, entre guillemets, des prêts sur des résidences principales, notamment en France, c'est l'un des plus faibles en Europe. Et du coup, dans la mentalité des gens, la priorité, c'est de payer son logement. Donc du coup, quand on propose des logements de qualité, en général, on a les locataires qui vont avec la qualité qu'on propose. Donc c'est pertinent ce qu'il dit Ghislain, parce qu'on était dans l'accompagnement, en tout cas dans la stratégie d'accompagnement, sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et c'est vrai que souvent, quand on dit que l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde, c'est la gestion du stress. Le meilleur investissement, c'est celui qui nous fait bien dormir aussi. Et par expérience, c'est vrai que quand on commence à dire oui, le ballon d'eau chaude, il a 7-8 ans, il fonctionne, on le garde. Ça, c'est plutôt propre, on garde. C'est là où on a tous les problèmes qui viennent sur le long terme. Et puis, il n'y a rien de plus embêtant de traiter un problème dans l'urgence. Donc là, on part sur effectivement un coût de travaux un peu plus important, mais une passivité du bien et une gestion sur le long terme, indirectement un gain d'argent. On ne revient pas dessus. Donc beaucoup d'énergie, comme tu l'as dit, mais derrière pour être tranquille. Et se démarquer de la concurrence, c'est pas très compliqué de base, mais quand on part vraiment sur une belle prestation, ce qui est hyper agréable, c'est que les locataires, généralement, écoutez, j'ai vu plusieurs logements et c'est le vôtre qui ressort tout de suite. Donc ça, c'est plutôt agréable parce qu'on sait qu'un locataire, c'est humain, va prendre beaucoup plus soin d'un logement qui est rénové, qui est propre, plutôt qu'un logement qui est dans son jus, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ça donne plus envie de l'entretenir. Puis on se rend pas compte que c'est des petits problèmes
qui peuvent, quand il y en a beaucoup, tiens, une fenêtre qui ferme mal. Bon, là, on pourrait se dire, les fenêtres sont déjà en double vitrage, mais peut-être que, mais peut-être que dans 6 mois, voilà. C'est pas préparé. C'est pas préparé. Donc, par exemple, alors le locataire appelle, alors c'est pas grand-chose. Il faut appeler le locataire, il n'est pas content, il faut faire venir quelqu'un, faire des devis. Et en fait, c'est des petites choses, mais cumulées, ça peut vite prendre la tête en fait. Donc, c'est hyper important, d'autant plus que moi j'ai une stratégie d'investissement où j'investis un peu partout. C'est-à-dire que moi je suis de la région parisienne, aujourd'hui on est au Havre, on est à quasiment presque 150-200 km de Paris. J'ai pas envie qu'on m'embête pour un poignet qui, voilà. Donc du coup, je préfère mettre un effort au départ. Partir d'un bien pourri et tout refaire pour être tranquille sur la durée. C'est hyper important, d'autant plus que quand on n'est pas à côté, c'est voilà. Et en parlant de petits détails, par exemple là, sur toutes les cares, on va mettre des cornières. D'accord. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais on sait très bien que dans les passages au niveau des poteaux, encadrement, etc. Cette semaine, l'artisan vient poser toutes les cornières pour que ce soit encore une fois. Ça peut paraître anodin ce qu'on dit là, mais je suis d'accord. Par expérience, c'est toujours les petites choses qui, sur le long terme, deviennent des choses importantes à régler. Donc voilà, on va vraiment dans le détail du détail et avec Gislain, on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc c'est plutôt, c'est top. Plutôt du sympa. coup, il y a eu en parlant de problèmes, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers sur ce projet Oui. On va visiter aussi l'autre appart. On va visiter, Dans celui-là, on a eu un problème particulier. C'est c'est un des locataires. C'est une anecdote assez croustillante. C'est-à-dire que on était en travaux, je faisais installer la fibre dans les 2 appartements, donc les techniciens fibre intervenaient. Donc du coup, je laissais la porte des 2 appartements ouverte. Donc les techniciens allaient au niveau de la gaine technique, au niveau du 2e étage. Donc il y avait des va-et-vient. Et là, en fait, j'avais commencé à ramener des affaires dans un des logements, donc j'avais ramené 2 aspirateurs. Tout neuf, très bien. Moi, je suis avec les techniciens au niveau de la gaine technique au 2e étage. Et je vois un des locataires du 2e étage qui vient avec un carton d'un aspirateur comme le mien. Je me dis, tiens, il a eu la même idée que moi, il a acheté des aspirateurs. J'ai eu la présence d'esprit d'aller vérifier. Et sur mes 2 aspirateurs, il ne restait plus qu'un. Donc, je lui ai gentiment fait comprendre que c'était mon aspirateur. Et que bon, ça se faisait pas de rentrer chez les gens quand la porte était ouverte. Incroyable. Donc voilà, des anecdotes comme ça, il peut y en avoir. Le compteur, oui, bien entendu. Il y avait également le compteur Enedis où j'ai un petit peu galéré pour ouvrir Enedis, puisqu'en fait, le compteur avait été, entre le moment où j'ai acheté et le moment où je suis venu vérifier les travaux, on avait constaté que le compteur Linky avait été vandalisé. Donc ça a été une galère. Était arraché. Arraché, plus aucune possibilité d'ouvrir un contrat. Et là, des galères inédites parce que c'est du vandalisme. Donc on était balancé de service en service. Et service raccordement, service ingénierie. Ça a été une galère en gérant ça à distance. Moi j'étais en vacances à ce moment-là, j'étais pas en France. Donc Enedis tout le temps au téléphone pour essayer de le gérer. Donc ça fait partie des galères qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. Non mais c'est bien justement d'en parler, il faut en avoir conscience. Mais après une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, et puis c'est formateur, une fois qu'on l'a fait, on sait comment ça fonctionne. Et puis on passe à autre chose. Mais je pense que même si on se fait accompagner, l'investissement c'est pas non plus un long fleuve tranquille. On y consacre un effort au démarrage. Et puis après, il peut toujours y avoir des petits incidents. Après c'est parti. Mais comme je dis, c'est un investissement, c'est pas un placement. Ça n'a rien à voir. C'est pas un placement. Si on veut faire un placement, on place en assurance vie, on place sur des produits financiers. Nous, c'est un investissement, donc il faut s'investir aussi dans un investissement. Et on n'a pas les mêmes rentabilités, pas les mêmes avantages, mais il faut en avoir conscience. Là, tout est séparé au niveau des compteurs. Il y a 2 compteurs ELEC, 2 compteurs d'eau. Tout est divisé, Il y a pas de compteur individuel, eau ELEC, pas de gaz. On limite les problèmes. Des frais réduits sur la copropriété. Je sais plus. Raisonnable. C'est raisonnable. Je pense qu'on est sur 800 € pour les 2 appartements. C'est pas grave. Alors, comme on le disait en plus, des montants de charges de copro qui étaient calculés aussi avant la rénovation. Ah oui, d'accord. Donc je pense que peut-être que dans l'avenir ça va diminuer un petit peu parce que là clairement il n'y a rien à prévoir pendant X années. Très bien. On va voir les communs et l'autre appart. Du coup, c'est parti. Allez. Waouh. Ah oui, c'est joli, c'est cool. C'est sympa. Ah ouais, sympa. Excellent.
Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est un petit détail, mais c'est sympa, ouais. C'est joli. C'est le petit truc. Ouais, mais c'est beaucoup. Ouais, c'est sympa. Ouais, parce que mine de rien, faire un coffrage comme ça, c'est quand même du boulot. Ouais. En fait, tu sais que j'en ai fait moi chez moi des trucs, des corniches et tout. Ouais, voilà. Moi c'est pareil. J'avais fait chez moi. J'avais fait une salle de cinéma comme ça. J'avais fait des corniches et tout. Et après, quand j'avais été chez Nico, j'avais vu qu'il avait fait. Il m'a dit que son artisan s'il le faisait. Je me suis dit allez. Ouais. Bon moi, franchement, je suis un bailleur qui est, entre guillemets, quand je mets mes trucs en location, bah là, clairement, on n'a pas besoin. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien me faire mes petits kiffs, quoi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, ouais, mais c'est le petit plus qui fait sympa. Les locataires, ils vont inviter leurs copains, on y retard. Et voilà, là, en fait, le Linky, il est là. Il était complètement arraché. D'accord. Il avait été complètement arraché. Et rien que pour revenir le repositionner, parce qu'au départ, il voulait me faire parce qu'en fait, en dehors de ça, en dehors du compteur arraché, vu que l'immeuble auparavant était squatté, je crois qu'ils avaient chanté un peu le compteur, donc ils avaient un peu trifouillé le truc et du coup Enedis s'était rendu compte de ça et il voulait me faire un devis sur ça. Donc j'ai eu une personne, comme quoi parfois en fait il suffit de répondre à un appel et ça change tout. J'ai eu une personne d'Enedis qui était compétente et qui était sur place. Je pensais pas qu'il allait passer et moi j'étais en vacances, j'ai décroché et c'est lui qui m'a tout réglé. Donc si j'avais loupé cet appel-là, bah, j'en aurais eu peut-être pour quelques milliers d'euros pour refaire ça. Donc voilà. Ça, du coup, il y a eu des frais pour la remise en place du compteur ou non? Tout a été pris en charge par Enedis. De toute façon, sur le principe, c'était à la charge de la copro. Oui, pour le coup. Oui, donc, mais on voulait éviter de passer par la copro au niveau délai parce qu'on sait très bien comment ça se passe et on a bien fait. Ouais. Ok, donc la partie commune rénovée, on voit, c'est propre. Ouais. Il reste encore quelques finitions, mais dans l'idée, on avait même un échafaudage dans les parties communes. Ils ont changé vraiment tout l'escalier jusqu'au 4e étage. L'escalier est neuf aussi? Ouais. Tout est neuf. Hein. Ouais, c'est top. Tout est neuf, les caves, tout a été repris de A à Z. Déposer les planchers bois existants au niveau du rez-de-chaussée, donc les appartements de Gislain. Les 2 planchers bois ont été déposés à neuf? Complètement. Incroyable. Donc, encore une fois, encadré dans la vente. C'était à la charge du vendeur. Donc, quand Gislain est devenu propriétaire, les travaux de la copro étaient payés par le vendeur. Exactement. Très bien. Et du coup, au lieu du plancher bois, maintenant on est en dalle béton. Et le truc, c'est qu'il y avait des carreaux, du carrelage qui était déjà posé, qui était propre, neuf, mais il n'allait pas être raccord avec le reste. Donc du coup, on a quand même mis du PVC à clipper par-dessus. Sinon le sol était neuf quand même. Oui, les deux vaisseaux seraient restés sur ce sol-là, parce que c'était propre. Ouais, mais c'était carrelage premier prix. C'était ce carrelage-là, donc voilà, c'était pas, en tout cas c'était pas dans le ton de ce qu'on voulait donner dans les appartements. Donc ça fait des frais supplémentaires, mais bon. Et mur blanc, je trouve que c'est chaleureux, ça passe super bien. C'est ça. Ok, il y a une porte qui est un peu costaud là. Elle est un peu balèze celle-là. Ouais, en fait on a un nouveau fournisseur. Fournisseur internet pour le coup. Ah d'accord. Sur conseil d'un ami investisseur et franchement au niveau rapport qualité-prix. Parce que là on la pousse, elle fait un poids, c'est énorme. D'un point de vue assurance, d'un point de vue c'est coupe-feu. D'accord. Et d'un point de vue rapport qualité-prix, concrètement, nous on se fournissait généralement chez La Paire, mais pour presque moins cher que La Paire, on a une porte qui est hyper sécurisée. Puis des petits détails, encore une fois, on parlait de passivité du bien, mais combien de fois une porte traditionnelle, on va changer le barillet, on se retrouve avec 36 000 clés, les locataires, au fur et à mesure, on a un trousseau comme ça. Là, on s'amuse pas. On s'amuse pas à changer là. Voilà, on s'amuse pas à changer et même les locataires apprécient d'avoir une porte qualitative. Ouais, c'est hyper costaud. Voilà, coupe-feu. Enfin voilà, faut passer par le mur en sécurité pour entrer dans l'appartement. Donc top. Voilà. Top. Ok. À peu près le prix d'une porte comme ça, c'est la fourniture. 1050 €. 1050 €, c'est vraiment. On est sur 970 € plus la livraison. C'est un fournisseur internet. Qui sur internet ne se rend pas compte quand on commande la porte, on ne sait pas trop. Donc c'est vraiment sur le conseil d'un investisseur. Je mets que ça maintenant. Incroyable. J'avoue que pour le prix, je pensais que tu m'aurais dit 2500, 3000 €, j'aurais pas été surpris. Hein. Ouais. Parce que on le voit, les locataires, ce qu'ils apprécient, et souvent quand c'est des locataires femmes, elles aiment bien être sécurisées chez elles, qu'on ne vienne pas les embêter. Donc
par expérience, les locataires femmes, c'est vrai qu'en général, sont tranquilles, elles dégradent moins le bien, etc. Tout ça. Donc c'est plutôt des bons locataires qu'on peut privilégier. Et donc s'ils se sentent en sécurité, c'est encore une fois un plus. Hein. Donc ouais, très bien. Ouais. Ça. Donc là, pareil, vous avez tout cassé ou vous avez gardé les petites choses? Non, reste que les menuiseries. Exactement jarter. La même chose que l'appartement d'à côté, sauf que c'est une plus petite surface, donc on exploite ça en F2. On a juste réagrandi aussi parce que historiquement ici, c'était des locaux commerciaux qui étaient déjà passés en changement de destination au moment de l'acquisition depuis quelques années. Mais on avait un espace très réduit, donc on a agrandi l'ouverture pour profiter aussi du… Bon, là, porteur, là? Non. C'était porteur, mais on a pu agrandir quand même, sans impact. Et pouvoir avoir une circulation plus sympa. Et puis aussi, bon, là c'est fermé, mais l'humidité est plus importante. Oui. Donc, là, la fenêtre va être changée avec volet roulant solaire. C'est en cours de livraison. Ce sera fait incessamment sous peu. Donc voilà, mais dans la même prestation, on reste… Cuisine équipée, très bien. Four plaque haute, frigo… Bien, du qualitatif quand même, on essaye de mettre des hottes, voilà, c'est pas grand chose, ça coûte pas beaucoup plus cher, mais c'est voilà, le petit truc qui fait la différence. Très sympa. Très sympa, ouais, carrément. J'avoue. On essaye de jouer un petit peu sur l'électroménager, les matériaux, on peut le voir aussi dans la salle de bain, on met du marbre. C'est plus qualitatif, les locataires les apprécient. On joue aussi sur la colonne de douche, c'est des petits détails qui ne coûtent pas beaucoup plus cher, mais vraiment qui font la différence. C'est la valeur perçue se trouve dans les détails. C'est vrai, hein. En fait, des interrupteurs de qualité, pas des trucs du Schneider. Bien sûr. On l'oublie aussi, mais au moment de la revente, même si ce n'est pas prévu aujourd'hui, on peut cibler une population autre de personnes qui sont prêtes à mettre le prix. Parce que c'est qualitatif, ils n'ont pas ça ailleurs et en connaissance de cause. Des fois on se dit c'est des gens qui sont méconnaissants du marché immo, pas du tout. C'est des gens qui sont là, juste ils veulent pas s'occuper des travaux, ils n'ont pas le réseau, ils veulent quelque chose de qualitatif. Et moi j'ai déjà vendu même plus cher que le neuf de la rénovation de l'ancien parce qu'en face on avait une prestation qui était irréprochable. Donc de qualité, ça on peut pas se le permettre sur quelque chose qui est juste rénové simplement. On va vendre au prix, c'est certain, mais on va pas aller chercher au-delà. On pense toujours à la revente de toute manière, on est investisseur, même si le but c'est de faire du locatif. C'est important. En fait, je pense que quand on est investisseur locatif, même pour soi quand on achète sa RP, et donc là, on a toujours la projection à la revente. Bien sûr. Et là, typiquement, on a mis du gros et partout. Moi, j'aurais pas voulu mettre. Toujours pareil, une télé dans chaque chambre. Je suis d'accord, c'est un peu plus cher. Et donc une chambre qui est pas très grande, mais qu'on a essayé d'optimiser au mieux pour avoir quelque chose de sympa quand même. Le micro-ondes premier prix, je m'en fous. Clairement, je suis d'accord. Par contre, la robinetterie, c'est important. Ouais, mais je suis d'accord. Robinetterie, c'est pareil. Moi, je mets et même derrière aussi, tu sais, pour tout ce qui est plomberie. Nous, c'est CDO. Plomberie, on se fournit chez CDO. Oui, c'est le matériel professionnel. Fournisseur professionnel. Et plomberie, on met que du multicouche. L'électricité, on part sur du Schneider ou du Legrand. Ça, c'est vraiment des coûts qu'on peut, au début, par erreur, se dire c'est un interrupteur, c'est un interrupteur. Sauf que quand on a tous les interrupteurs qui sont arrachés, quand on a des fuites sur des soudures cuivre qui cassent, etc., on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus passif. Voilà. Oui, on investit pour au moins les 20 prochaines années. Donc, c'est ça. Bon, travaux, isolation des plafonds aussi. Ça a été prévu. Des plafonds, isolation, pareil, tous les murs qui donnent sur l'extérieur en 120 mm. Très bien. Ça, c'est important aussi, mur des plafonds. C'est pareil, c'est un sacré budget. Alors, ça coûte cher. Ça, j'ai des fois du mal, moi, à payer parce que je me dis, putain, c'est quand même cher. Il a facilement pour 4-5 000 euros pour isoler un plafond, c'est quand même pas mal de boulot. Mais en fait, par expérience dans la durée, il faut le faire. Non, parce qu'encore une fois, quand on part sur une rénovation intégrale, de toute façon, il faut reprendre. Dans tous les cas, il y a les lacs à passer. Donc finalement. Au final, c'est vrai. Ça peut le faire. C'est pas un coût, c'est un coût qui est important si on part sur une rénovation partielle où on l'avait pas prévu. Oui, je suis d'accord. Mais quand tout est massacré, on montrera les photos plus tard. Il n'y avait pas de détails ici, Je veux dire, on se dit pas on va garder ça ou ça, Mais en tout cas, ces frais-là, ça fait partie des frais incompressibles dans l'étude d'un projet. Il y a des frais sur lesquels je peux rogner, mais ça, non. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, et quand c'est prévu dès le départ, au moins on est tranquille dans le temps. Moi j'ai des immeubles qui ne sont pas isolés et franchement ça m'embête parce qu'en fait les locataires partent
Au bout d'un an, ils disent c'est impossible en fait, c'est invivable. Et je les comprends, mais aujourd'hui, il faudrait que je réinjecte pour isoler dans des immeubles complets 30, 40, 50 000 euros, c'est énorme. Et au final, ça se loue quand même, donc j'ai pas de vacances locatives, mais il y a un turnover. Et c'est fatigant parce qu'en fait, ils nous appellent, ils disent il y a du bruit, je les comprends. Ils me disent on les entend même les discussions, enfin c'est hyper gênant. Et ça fait de la fatigue psychologique. Sur le papier, financièrement, on arrive à relouer, mais ça tourne tout le temps et puis ça ne favorise pas l'harmonie dans l'immeuble non plus. Donc voilà, ça a une charge mentale plus importante avec quelque chose qui pourrait être effacé en fait. Alors je sais que nous, sur toutes les acquisitions avec les artisans, ce qu'on fait tout le temps quand il y a un plancher bois, c'est qu'on teste. Même dans une copropriété, on va voir au-dessus. Alors pour deux choses, pour l'isolation phonique déjà, vérifier que prévoir l'isolation en amont en fonction du sol aussi, du sol. Et concrètement, on se met dans un appartement, on essaye de déterminer ça avant. Et autre chose qui est important aussi, c'est les fuites. On va regarder la salle de bain, etc. Ça nous arrivait plein de fois de prendre à notre charge juste des joints de silicone. Parce que on part sur une réno intégrale et le but c'est pas être massacré par une fuite d'eau qui aurait pu être évitée en amont. C'est-à-dire que tu vas dans l'appartement dessus, même s'il y a un locataire, vous refait les joints silicone, parce que c'est vrai que ça c'est un détail, mais les joints silicone normalement c'est à la charge du locataire. S'il y a une fuite d'eau, c'est le locataire qui doit entretenir ses joints de silicone, bon, faut le savoir. Et tu as tout à fait raison, il vaut mieux faire passer un artisan, il va passer un quart d'heure à refaire des joints, parce que les locataires le refont jamais. C'est ça le problème. Donc, c'est bien, c'est dans le détail. Encore une fois, c'est un petit détail, mais j'ai tellement été embêté sur des fuites d'eau après rénovation. Puis franchement, on met de l'argent, c'est un coup de cœur. Derrière, voir un logement dégradé au bout de 2 mois, clairement, et puis les assurances, les délais, c'est clairement pas passif. Donc c'est pas grand chose, mais puis le locataire il apprécie, on va le voir, on se présente. La démarche c'est juste de dire écoutez, on est en train d'anticiper l'isolation pour le confort de chacun. Très bien. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Et puis il n'y a jamais de souci. Voilà, complètement. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, on l'avait oublié. Non, il y a eu là aussi. Il y avait une fuite d'eau sur la baignoire dans l'autre appartement. Au moment de la dépose. Voilà, c'est des petites choses. Donc là, on n'a pas eu besoin d'intervenir au niveau de mon artisan pour faire les gens, puisqu'on a été voir le locataire, on a prévenu directement l'assurance, on s'est organisé pour qu'un plombier se déplace, mais sinon, ce serait occupé. Là, sur l'appartement du dessus, dessus, ça coulait au niveau du plafond du séjour. Tu t'es rendu compte pendant les travaux? Pendant les travaux, avant d'entamer justement l'isolation. Et là, la même chose, coïncidence, on a une toiture juste au-dessus là, qui est c'est une ancienne extension en fait, et qui appartient à la copropriété, mais dans les tantièmes de copropriété, et là c'est important aussi d'avoir justement ces connaissances-là, ça appartient à la copropriété, parce que des fois on pourrait se dire, oui c'est la toiture qui donne sur mon appartement, c'est à ma charge, mais dans le règlement de copro, Ghislain aujourd'hui, j'avais à peu près 10%, la voisine avait 90%. Donc ça peut vite être des sujets en fait à discorde, parce qu'en fait c'est pas la copropriété, c'est pas la copropriété qui le gérait directement, sinon elle leur fait le passer par une AGE, etc., ça a été un peu compliqué. Donc moi j'ai vu directement avec la voisine. Donc après on a trouvé un compromis où on a trouvé un artisan qui a pu faire les travaux, et ça s'est fait en bonne intelligence. Mais c'est vrai que parfois ce genre de problème peut vite prêter à discorde et créer des problèmes avec les voisins qui ont la plus grande charge à ce niveau-là. Mais il faut savoir arrondir les angles parfois, et puis bon. Complètement. Il faut complètement. Il faut prendre du recul dans tous les problèmes comme ça. Il faut arriver à prendre du recul et comme tu le dis très bien, des fois lâcher un peu. Exactement. Moi je l'ai vu avec des locataires des fois. Il faut pas être hyper strict des fois. C'est comme ça. On le traite avec de l'humain. Et c'est pas grave, il faut regarder le projet dans la globalité. Je vois beaucoup d'investisseurs qui vivent mal les choses parce qu'ils veulent que ce soit fait exactement comme ils ont décidé. Et c'est dommage parce qu'en soi, le projet, il faut le regarder de loin et regarder les loyers tombent et tout ça, c'est pas grave. On trouve toujours des solutions. La preuve, on l'avait même oublié parce qu'on est passé à autre chose. Mais voilà, le coût de la toiture, ça représentait quoi, 130 € je crois pour toi, oui, pour moi, parce que c'était à peu près 1200 €. Bon, quand la copro a commencé à faire des devis, on partait sur des chiffres de 5 000, 6 000 €. La voisine, elle, de son côté, avait mandaté une personne, et voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Prévenir le couvreur avec qui on travaillait pour 4 fois moins cher. Incroyable. Ça a été fait en bonne et due forme. Et même si à l'instant T, ça fuyait pas, c'est sur le conseil de l'artisan qui a dit il faut changer parce que c'est encore une fois, c'est la même chose. Il y a des problèmes qui peuvent arriver et qu'on anticipe, qui vont arriver à l'avenir.
Vaut mieux le faire tout de suite quand on est dans le dur, plutôt qu'attendre et après avoir des dégâts, dégradés, etc. Donc tout ce qu'on peut anticiper, quand on peut en tout cas, il vaut mieux le faire à l'instant T pour pouvoir avancer plus sur dès le début des travaux, comme ça on perd pas de temps sur les travaux. Ça on les décèle dès le début, on fait un petit tour global, on va aller voir les câbles, on regarde les vidanges, on regarde la plomb. Enfin voilà, on essaie vraiment de s'en occuper le plus rapidement possible pour que ça n'impacte pas le délai de travaux. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, je pense que c'est assez complet. On peut faire un petit point sur le statut. Est-ce que tu peux rapidement te présenter rapidement sur peut-être ce que tu fais dans la vie et est-ce que le financement s'est bien passé, le statut que tu as adopté pour ce projet? Donc moi je travaille dans la finance, je suis investisseur immobilier depuis 2011, j'ai commencé, le premier achat que j'ai fait, à titre d'anecdote, c'est j'ai racheté un petit studio, j'étais encore chez mes parents, j'avais 25 ans, et donc en fait j'ai racheté directement avec des locataires dedans. Ok, oui, simple comme ça. Voilà, simple, un petit projet à moins de 100 000 euros, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis donc moi je travaille dans la finance et j'investis donc déjà depuis 2011. Là le statut pour lequel j'ai adopté en fait, j'ai créé une SARL de famille. D'accord. Je pense que c'est un statut où on n'en parle pas on n'en parle pas trop. On a les avantages du LMNP, statut sociétal. Donc là-dessus, en termes de financement, ça s'est fait sans trop de... Oui, ça s'est fait avec des petites difficultés parce que j'étais comme tu disais au début de la vidéo, prêt-relais, etc. Mais sinon, avec ma banque, ça s'est bien fait une fois que le prêt-relais a été remboursé. Voilà. Donc en tout cas, financement de 20 ans, différé d'un an. J'ai fait un différé de 6 mois. J'ai eu un différé de 6 mois. Et chose importante, c'est que les travaux ont été réalisés quand même assez rapidement. C'est-à-dire que là, pour l'intégralité des 2 lots, ça s'est fait en 2 mois et demi à peu près. Ok, d'accord. Donc ça a été vraiment rapide, l'artisan a bien... On anticipe les signatures toujours. Au moment où on a les offres de prêt, on anticipe les signatures et on se met d'accord avec l'artisan pour dire ok, tu peux démarrer de temps, même si c'est préprogrammé dans l'emploi du temps. On n'est jamais, une semaine ou 15 jours près, c'est ça. Donc on signe en conséquence pour que ça démarre tout de suite. Et c'est l'optimisation, tout simplement. Donc là, je suis toujours dans le différé. Puis voilà, donc en termes de financement, ça c'est... il y a eu des difficultés au début, mais ça s'est fait une fois que ma situation personnelle s'est un petit peu éclaircie. Alors, SARL de famille, si on peut en parler un petit peu plus, donc c'est en famille, on n'est pas obligé de dire avec qui tu investis, mais l'avantage du statut, c'est comme tu dis, on peut déduire l'ensemble des frais au même titre que le LMNP, donc l'amortissement du bien, et puis tous les frais de notaire, d'agence. Frais d'agence, travaux, mobilier, enfin l'amortissement par composant classique comme le LMNP. Exactement. Et on bénéficie de la plus-value des parts. Voilà, avec un statut finalement encadré en société, donc c'est assez intéressant. Et donc là, l'avantage aussi de la société, c'est qu'on déroge un peu aux règles du HCSF, donc voilà, c'est aussi assez important de le dire aujourd'hui, puisque en nom propre, on arrive vite aux 35% assurance incluse. Donc le statut sociétal, et c'est ce que je disais au début, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où il faut davantage se professionnaliser. Même dans le montage du dossier, moi, Nicolas, il sait très bien, moi, quand je pars sur un projet, je monte un PowerPoint, avec les projections, etc. C'est hyper cadré et puis en fait les banques adorent ça. Moi les retours des banquiers c'est qu'ils disent que je suis super réactif, etc. Donc ils ont envie de ça montre le sérieux. Exactement. En fait c'est rassurant de voir d'ici mais autant d'énergie et de professionnalisme rien que pour nous présenter son dossier. Le projet il va super bien le mener en fait. C'est une question de confiance. Bien sûr après ils ont besoin d'avoir toutes les informations nécessaires, donc la constitution du dossier, mais de montrer qu'on passe du temps à rien qu'à ça, on se dit mais en fait ça montre le sérieux d'une personne. Présenter un projet en banque c'est bien, mais c'est aussi montrer ce qu'on sait faire après rénovation. C'est montrer le résultat. Parce que, tout à fait, c'est ce que je fais. Moi, c'est un conseil aussi que je donne, un petit tip, c'est que quand vous faites un projet, notamment quand il y a des lignes travaux importantes, c'est bien d'envoyer un petit mail à son conseiller, de faire l'avant, l'après, et comme ça, dans sa tête, il se dit, il a réussi à mener à bien ce projet. Pour la suite, on peut lui faire confiance. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé d'inviter dans un de mes saisonniers mon banquier. Ah ouais. Faire un week-end sur un de mes saisonniers qui m'avait financé. Et alors, c'est pas grand-chose. Hors saison, sur une date qui était pas forcément prise. Ça me fait plaisir. Et quand on va revoir le banquier, on n'a plus du tout la même considération. C'est pas juste un nom, un prénom, une étiquette. Et puis ça montre aussi, encore une fois, sur le terrain, entre ce qu'on prévoit et ce qu'on fait, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui ressort. Exactement. Sur le long terme.
Ça aide beaucoup, hein. Ça aide beaucoup hein. Sur la durée. Surtout aujourd'hui avec les financements. Et le statut société, c'est un très bon point aussi, comme tu dis Ghislain. Nous on le voit beaucoup, les statuts sociétals sont plus finançables que les statuts en nom propre actuellement. Donc voilà, le problème c'est l'encadrement avec les nouvelles règles HCSF qui se sont durcies. Mais la SCI à l'IS ou la SRL de famille ou des sociétés un peu plus commerciales, encadrées avec des holdings éventuellement. Exactement. Mais voilà, quand on est professionnel actuellement, ça se passe beaucoup mieux pour le financement. Bon, est-ce que tu as été satisfait? Ça s'est bien passé l'accompagnement entre... clairement, moi aujourd'hui Nico, c'est pas un simple conseiller projet locatif, hein, c'est un ami, c'est-à-dire que voilà, j'ai été chez lui, j'ai vu un petit peu les travaux qu'il a pu faire, enfin, donc la relation qu'on a, c'est une relation vraiment de proximité. À titre d'exemple, hein, c'est-à-dire que tous les projets que j'ai fait avec Nico, j'ai rédigé la promesse d'achat avant même de visiter le bien. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça à chaque fois. Ça montre la confiance, oui. Voilà, donc là-dessus, avant même que j'achète, il me dit Ghislain, tu vas acheter. Effectivement, j'achète. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est la réactivité aussi, c'est super important et tu as su aussi être réactif pour bloquer les biens parce que Nico filtre aussi ses acquéreurs beaucoup parce que effectivement une bonne affaire c'est hyper frustrant quand on est conseiller sur le terrain tous les jours pour trouver des bonnes affaires et grâce au réseau d'avoir l'affaire qui nous passe sous le nez et même le réseau que tu as réussi à développer en local. On parlait aussi de l'immeuble, on va arrêter parce qu'on va faire sur la prochaine vidéo mais c'est incroyable, tu es là au bon moment, au bon endroit avec le conseiller qui t'appelle, toi tu réagis très vite, tu as booké l'immeuble direct. Il n'y a pas de hasard. C'est ça qui fait, donc toi ça te décrédibilise aussi quand tes clients ne sont pas assez réactifs. Donc voilà, toi aussi c'est pareil. C'est un bon travail d'équipe quoi, je pense. C'est une relation long terme aussi avec les agences avec qui je travaille. Quand c'est fluide, quand ça va au bout et quand c'est cadré, encore une fois, c'est moi qui vont appeler plutôt que quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Donc c'est important de pouvoir filtrer ça. Financière donc du projet, on est bien donc sur un ensemble de 2 appartements, le montant d'acquisition qui est de 105 000 €, les frais de notaire de 8 000 €, les travaux donc de 75 000 € pour la rénovation des 2 appartements meubles compris, les honoraires projets locatifs qui sont de 12 000 €, ce qui nous fait un total de 200 000 €. Le montant emprunté est de 174 000 €, le client a mis un petit apport dans le projet. L'emprunt est sur une durée de 20 ans et les mensualités sont de 1 051 €. Au niveau des revenus locatifs, donc il y a 2 appartements, un appartement qui sera loué en colocation de chambres avec un revenu de loyer hors charge à 750 € par mois et un appartement T2 qui sera loué 550 € par mois, ce qui nous fait 15 600 € par an de revenus locatifs hors charge. Ensuite, au niveau des charges, une petite taxe foncière à 900 €, un peu de frais de copro, une assurance propriétaire non occupant et le crédit qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait 14 662 €. Et donc un différentiel de cash flow positif de pratiquement 1 000 € par an sur ce projet, donc des bons équilibres avec une rénovation totale et un projet finalement assez passif dans la durée. Très bien, bon, merci pour cette visite. Merci pour l'explication. Et puis on passe à la suite et puis on se retrouve très vite. Pensez à vous surtout. Passez à l'action. Ciao.